Nous allons maintenant accueillir Madame Marie-Christine Audan. Elle est de profession conseillère conjugale et familiale. Elle est aussi sophrologue. Elle est présidente et fondatrice de l'association En Amont. Et, dernier n'est pas le moindre, c'est notre secrétaire général de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Ouais. Donc, son sujet était, au-delà de l'éducation, la transmission. Mais Marie-Christine m'a dit, au fur et à mesure de ma préparation, finalement mon titre a changé, et le voici, le parcours de l'amour chez la fille. Donc je vous remercie de l'accueillir. Bonjour à tous et à toutes. Alors, chers amis, j'ai écouté Binta avec beaucoup d'intérêt. Et je vais essayer à mon tour d'apporter ma pierre à notre réflexion commune. Et la question que je voudrais nous poser aujourd'hui, cet après-midi, c'est comment mieux prendre soin de nos filles pour qu'elles deviennent demain des femmes et des mères épanouies, avec une réelle appétence à l'amour et au bonheur. Nous nous rejoignons toutes, je pense, pour dire que l'éducation, c'est une solution majeure. Et elle se fait peu à peu. Elle gagne du terrain partout dans le monde, à travers l'école, les associations, les médias. Mais je voudrais apporter une précision importante. L'éducation à l'extérieur de la famille est primordiale, mais elle ne suffit pas. Elle touche au savoir académique, elle touche au savoir-faire, mais elle touche très peu, trop peu, au savoir-être et au savoir-aimer. Cette éducation-là appartient aux parents, à la fratrie, aux grands-parents, bref, à la famille. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'une famille. Mais je vais quand même vous faire un petit dessin pour la symboliser. J'espère que derrière vous voyez donc l'homme, la femme, évidemment en relation, les enfants. Ça va. Et ça, c'est la famille. Un peu comme un œuf. Imaginez un œuf, et puis dedans, il y a le poussin. Et il va grandir et grandir et grandir, jusqu'au jour où il cassera la coquille. Il sera prêt à faire sa propre famille. Dans cette famille, c'est un faisceau de relations, tous azimuts, qui font découvrir à ses membres l'amour, sous toutes ses formes. C'est pour ça que j'appelle cette famille l'école de l'amour.
Le problème, c'est que dans cette école, on apprend trop souvent que 2 plus 2 égale 5. Et chacun va essayer de construire son propre édifice en s'appuyant sur cette erreur fondamentale. Mais c'est l'école de l'amour, et c'est dans cette école que la petite fille, d'abord à l'intérieur de sa mère, et puis après, peu à peu, elle prend sa place, et elle grandit, et elle découvre l'amour sous toutes ses formes. Alors, il y a 4 formes. Il y a l'amour de l'enfant pour ses parents, que j'appelle l'amour filial. C'est le premier amour que découvre la fille qui naît, qui vient au monde, l'amour pour ses parents, qui est le socle pour l'amour fraternel. Égalité, fraternité, c'est cet amour qui nous ouvre aux autres, qui nous fait découvrir l'altruisme depuis la plus petite enfance, qui aboutit, ces 2 amours sont le socle pour l'amour conjugal, et puis l'amour parental. Voilà posé le décor. Du coup, dans cette école-là, la fille va devenir femme. Elle va découvrir, elle va expérimenter, elle va cultiver l'amour sous toutes ses formes. Ce que je veux souligner ici, c'est que c'est dans la cellule de base de la société qui est la famille qu'on doit commencer l'éducation des filles, par l'éducation des pères et des mères et des frères. Alors les filles, notre préoccupation d'aujourd'hui, seront éduquées. Tout est lié. Et du coup, je propose et je prône une formation continue pour les couples parentaux. Et je me dis peut-être un jour la Fédération des femmes pourrait mettre ce projet en route. Alors déjà dans notre pays, ça existe. Il existe l'école des parents, il existe des émissions comme Super Nanny, comme Le Grand Frère, je ne sais pas si vous connaissez. Hein? C'est excellent. C'est un premier pas, mais ça ne suffit pas. Comment mettre en place concrètement une formation continue? C'est vraiment ma réflexion depuis quelque temps. En fait, il s'agit de s'appuyer sur la culture. Jean-Philippe posait tout à l'heure une question autour de la culture. Comment s'appuyer sur la culture et donc la spiritualité qui en est la base, avec respect, mais en apportant une vision plus large. Il s'agit de nourrir la réflexion et l'imaginaire des parents pour les amener à concevoir des valeurs qui englobent les leurs, qui les transcendent, mais sans les trahir, qui leur donnent peut-être aussi leur sens véritable. Alors je réfléchis sur le programme de cette formation continue, amener les mères à s'interroger sur leur propre histoire, revisiter ensemble leur vie de fille, au cœur de leur famille, leurs espoirs, leurs attentes, et surtout expliquer le parcours de l'amour de toute fille, que toute fille est amenée à suivre depuis sa naissance jusqu'à sa vie de femme et de mère. Alors ce parcours, quel est-il? Nous y reviendrons. En tout cas, n'oublions pas une chose. Ce qui nous fait bondir aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de certaines horreurs
comme l'excision, le mariage forcé, trop tôt, etc., etc. Ok. Ce qui nous fait bondir sur la manière dont les filles sont traitées dans certains pays, eh bien, ça existait bel et bien chez nous, il y a quelques siècles. Alors prenons soin, mesdames, de balayer devant notre propre porte, avant de montrer du doigt les insuffisances, certes parfois choquantes et inacceptables, de nos voisins. Nous n'avons pas de leçon à donner. Nous devons être humbles et reconnaître que nous avons aussi à en recevoir. Et notre propre éducation des filles dans nos pays occidentaux, dits développés, a aussi ses travers et ses lacunes. Parfois tout aussi graves et pénalisants pour l'épanouissement de nos filles. Je donne un exemple. Je vais peut-être vous faire bondir. J'assume. Trouver normal d'avoir un petit copain, un amoureux, à 12-13 ans, c'est pénalisant pour une fille. Parce que ni elle, ni le garçon n'ont la maturité psychosexuelle pour aimer vraiment dans ce registre-là. Or, notre société pose cette normalité, pour ne pas dire l'impose. De la même façon, trouver normal d'essayer la sexualité, le bisou, comme on dit dans certaines émissions de télé-réalité, dès les premières semaines et parfois dès les premiers jours de la rencontre, pour voir si on est compatible, pour voir si peut-être on va tomber amoureux. C'est juste calamiteux pour le développement émotionnel d'une toute jeune fille dont les émotions se construisent à la découverte de l'amour. Et que dire de la pornographie, qui est la gangrène de nos sociétés occidentales, qui devient trop souvent la norme éducative de la sexualité pour les jeunes, pour nos jeunes. Puisque, en fait, les parents ne savent pas eux-mêmes poser les bons mots sur ce qu'est la sexualité. Ils se contentent soit de laisser faire, soit d'interdire. Ils sont eux-mêmes démunis, parce qu'il leur manque une compréhension plus profonde du parcours de l'amour dans une vie de femme. Alors, comment protéger nos filles? En éduquant leurs parents, afin qu'ils sachent leur transmettre tout ce dont elles ont besoin pour développer sainement leur propre féminité. Alors, revenons au parcours de l'amour dont je parlais tout à l'heure. Et parlons justement de la sexualité dont l'émergence à la puberté fait la différence sur le plan physique entre la fille et la femme. Comme toute capacité humaine, la sexualité dépend d'une transmission de connaissances. Et ce n'est ni aux enseignants, ni aux médias, ni aux copains et aux copines, encore moins aux films porno, de l'enseigner à une fille. C'est au sein de la famille que cette éducation doit se faire. La construction de la féminité passe par la transmission des femmes. C'est aux mères d'apprendre à leurs filles ce qu'est une femme. Une mère fait beaucoup plus que donner la vie. Elle façonne littéralement l'avenir de sa fille. Elle lui permet,
ou pas, d'être sensible, sécurisé, éduqué pour me devenir une femme et de mère. Et c'est au père de transmettre les valeurs autour de la sexualité, notamment son caractère sacré, qui touche directement aux relations, à l'affectif, à l'amour, au lignage, et je dirais même à la spiritualité. Et quand je parle de spiritualité, je crois peut-être que certains parmi vous sont croyants, et je m'aperçois qu'il y a un grand absent dans la famille que j'ai dessinée. En fait, il n'est pas absent, il est invisible. Et je le placerai là, au cœur de cette boule, cette sphère de relation d'amour. Nous l'appelons Dieu, d'autres l'appelleront Allah, chacun donne son nom, mais voilà, c'est le grand invisible très présent pour ceux qui croient en lui. Donc, je voudrais revenir sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'enseigner aux jeunes ce qu'il ne faut pas faire. Il ne s'agit pas seulement d'interdire. L'éducation à la vie, à l'amour, à la sexualité, ça va beaucoup plus loin. J'ai travaillé dans des centres de planification pendant quelques années et je recevais beaucoup de jeunes filles qui, en dehors de leurs parents, avaient toutes une ou des relations amoureuses. Mais vraiment des très jeunes filles, 16, 17 ans. Et leurs parents, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans, ils enseignaient à leurs filles d'attendre le mariage pour découvrir la sexualité. Et bien dans presque tous les cas, les jeunes filles qui venaient me voir avaient transgressé ce commandement. Et elles menaient leur vie amoureuse avec pour seul souci que leurs parents ne soient pas au courant. C'est presque plus important pour elles que le risque de tomber enceinte. Alors, avec ces jeunes filles, on parlait, et je leur posais beaucoup de questions. Et du coup, je leur demandais, mais pourquoi elles se cachaient ainsi de leurs parents? Et elles me répondaient, j'ai trop peur de les décevoir. J'ai honte. Alors je leur disais, mais pourquoi vous avez honte? Honte de quoi? Et elles me répondaient, chez nous, on est une pute si on sort avec un garçon avant le mariage. À nouveau, je demandais, mais pourquoi? Et elle me disait, c'est la religion, madame, c'est la tradition. Alors je leur demandais, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et là, bien souvent, presque toujours, elles ne savaient pas quoi répondre. Elles ne pouvaient pas se positionner personnellement. Alors je disais, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Elle me disait, c'est la vie, madame. Il y aurait donc la vie d'un côté et la tradition et la religion de l'autre. D'où l'importance d'une formation qui permette aux parents de ne pas seulement interdire, mais expliquer les liens entre la tradition et la vie. Il faut expliquer pourquoi il y a des lois autour de la sexualité. Expliquer la pulsion, ce torrent impétueux qui a besoin d'une digue. On ne passe pas comme ça de l'amour de l'enfant à l'amour conjugal qui intègre la dimension sexuelle. Il y a tout un processus complexe.
Et la loi établit un cadre protecteur qui va permettre l'organisation de ce processus. Je dirais que la famille, c'est le lieu où l'organe de l'amour, le cœur, se développe selon un processus qui prend du temps. Disons à la louche, 3 fois 7 ans. 7 ans, l'âge de raison, 14 ans, la puberté, et on ajoute 7 ans pour la préparation psychique. Donc 7 ans, 3 fois 7 ans pour passer de l'amour infantile à l'amour de la femme pour son partenaire, c'est-à-dire l'amour conjugal. Je dirais que le stade de la fille, c'est de la naissance jusqu'à la femme libre et autonome, pleinement capable d'aimer et d'être aimée. En fait, pendant cette période de temps, la fille va mettre en place et faire grandir en elle tous les ingrédients nécessaires à une sexualité épanouie qui lui ouvrira la porte à la vie de femme et puis de mère qui l'attend. Mais cette sexualité, elle ne devra pas s'en servir avant d'être prête. C'est un peu comme le fœtus dans le ventre d'une mère. Il doit y passer 9 mois, pas plus, pas moins. Et pendant ce temps, il développe un organe qui ne lui sert pas, qui ne lui servira une fois qu'il sera sorti. Mais c'est lequel? Les poumons. Exactement, les poumons. Et si le bébé sort trop tôt, s'il s'en sert trop tôt, alors qu'ils ne sont pas complètement formés, il aura des problèmes respiratoires toute sa vie. Voilà ce que les parents ont besoin de savoir, entre autres, pour le transmettre à leur fille. Alors, comment il se passe, ce parcours de l'amour? Eh bien, il commence à la naissance. Imaginez un bébé au sein de sa mère. Au niveau perceptif et sensoriel, c'est sa première rencontre à l'autre. Sans mots, sans pensée. Le bébé, il n'a pas de mots dans sa tête, encore. Ni pensée, forcément. Juste le plaisir. Et puis la mère elle-même, elle met des mots, elle donne son regard avec son nez. L'amour naît de ça. De cette satisfaction de la tension liée à la faim, mélangée au regard et aux paroles aimantes de la mère. Et c'est une énorme histoire d'amour entre la mère et la fille, reliée directement à la découverte du plaisir. C'est ce que les spécialistes ont appelé la sexualité infantile. Cette découverte conjointe du plaisir et de l'amour. Et puis le bébé, il grandit, il devient un enfant. Alors, le père entre en jeu. En fait, il vient aider la mère et la fille à sortir de leur fusion. Que dire du père? Le père, c'est le premier objet de l'amour de sa fille après sa mère. Sa présence protège. Elle verticalise la petite fille et construit son désir futur pour le deuxième homme de sa vie, que sera son mari. C'est à travers son père que l'enfant découvre le monde extérieur. Le père témoigne ainsi qu'il y a autre chose qu'une mère dans la vie. Il ouvre à sa fille
les portes du monde. Il lui donne les outils qui vont lui permettre de savoir se débrouiller toute seule dans la vie. Le fait que l'homme ne porte pas l'enfant dans son ventre lui permet de le porter dans sa tête. Du coup, la relation à sa fille s'établit plus par l'esprit que par le corps. Ce sont avec les idéaux du père, les valeurs du père, la pensée et les désirs du père que la fille modèle les siens. D'où encore une fois l'importance énorme de cette formation continue dont je rêve, qui peut apporter au père un éclairage nouveau sur ses idéaux, sur ses pensées, sur ses valeurs, sur ses rêves même, dont la fille pourra hériter et qu'elle pourra transmettre à son tour. Alors j'ai parlé de la mère, la relation à la mère, j'ai parlé de la relation au père, mais il y a aussi la relation qui existe dans le couple, qui est essentielle pour la construction de l'enfant. Quand les parents vivent un amour conjugal, riche et nourrissant, une sexualité revitalisante, l'ambiance familiale est différente, elle est pétillante, la bonne humeur circule dans la maison et chacun trouve sa juste place. L'harmonie et l'amour, le plaisir et la joie de ses parents qui irradient sur toute la famille. C'est la meilleure transmission pour la fille. Elle est spectatrice privilégiée de leur relation. Ça va au-delà des mots. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Ce que tu fais parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Et puis finalement, il y a l'avènement des règles, vers 13-14 ans, qui va propulser la petite fille dans le monde des femmes. Elle sera alors prête physiquement pour commencer une vie sexuelle. Pas encore psychiquement. Je dirais que l'organe de son cœur, l'organe de l'amour, en elle, ne sera pas encore arrivé à maturité. À ce stade, elle aura besoin d'une complicité avec sa mère pour réaliser ce passage vers l'autonomie. Un peu comme le passage du fœtus qui sort du ventre de sa mère, du bébé qui sort du ventre de sa mère. En fait, c'est un deuxième accouchement quelque part. Et là encore, les mères ont une responsabilité énorme vis-à-vis de leurs filles. Elles ont le devoir de les propulser en dehors d'elles, de leur donner les moyens de se rendre autonomes. Et pour les mères, l'adolescence de leur fille, c'est souvent une étape difficile. Parce que celle-ci a besoin de se détacher, de se démarquer, de s'éloigner pour se trouver en tant que femme adulte. Et le risque, c'est que la mère ne donne pas à sa fille les moyens de se rendre indépendante en dehors d'elle. Alors c'est quoi cette indépendance? C'est, par exemple, je pense, différemment ou pas, en tout cas par moi-même. J'ai mes propres désirs, et non pas ceux de mes parents, ni de l'autre, quel qu'il soit d'ailleurs. J'intègre mes propres règles intérieures, mes limites, mes valeurs, au lieu de suivre la loi parentale, qui, elle, est extérieure. Quand elle en est rendue là, la fille est devenue une femme autonome et libre.
Et cette autonomie, cette liberté signe l'entrée dans la vie de femmes adultes, capables d'aimer et d'être aimées. Elle ouvre la porte du cœur sur cette nouvelle étape de la vie, qui est l'amour conjugal, et puis l'amour parental. Voilà, en quelques mots, le chemin de croissance vers l'amour et donc vers l'épanouissement et le bonheur que doivent parcourir les filles du monde entier, quel que soit le pays, quelle que soit la culture, au sein de leur propre famille. J'aimerais terminer en partageant avec vous cette conviction que l'histoire est en marche. Et toutes, nous nous dirigeons en fait vers un monde où les filles auront enfin tous les atouts pour se déployer en femmes épanouies, libres, avec une capacité pleine et entière à l'amour et au bonheur. C'est André Malraux qui disait « Le 21e siècle sera religieux ou il ne sera pas ». Moi je dirais « Le 21e siècle sera féminin ». Et je vous remercie.